Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans un ciné critique, je ne suis pas seul puisque je suis avec l'ami Romain Rimbaud. Comment vas-tu? Eh ben, ma foi, très très bien et très heureux de te retrouver pour nos pérégrinations de vacances. En Oui, vrai, tout. et là Prochaines c'est vacances. de très belles vacances d'été et on se replonge dans notre rétrospective sans fin du cinéma de Takashi Miike parce qu'il en a fait des métrages le monsieur. Alors, je sais pas, c'est peut-être la sixième qu'on fait ensemble de vidéos, ou enfin du moins de discussion sur son cinéma et nous sommes allés sur un remake cette fois-ci, sorti alors en 2011, presque 50 ans après le film d'origine. Le titre du film qui nous intéresse aujourd'hui, c'est Harakiri, mort d'un samouraï, ou en version originale, Ishimei. Alors que c'est un remake du Harakiri de 1962 de Masaki Kobayashi, qui lui s'intitulait Seppuku. Donc pour les Japonais, c'était pas évident, mais c'est très fidèle, on va dire, à l'œuvre d'origine, sans en dire plus. Et au casting de ce drame Shambara médiévalo-japonais, nous avons un acteur principal qui vient du théâtre kabuki, donc c'était une star déjà à l'époque au Japon, un certain Ishikawa Ebizo, qui n'a pas fait beaucoup de films, je crois que c'est son seul avec Mickey. Et à ses côtés, le jeune Eita, qui joue le jeune samouraï qu'on voit dans le film, qui lui venait plutôt des dramas voilà, japonais. On peut citer aussi la présence de Koji Yakusho, qui avait joué dans 13 Assassins, sorti l'année précédente, qui était aussi un remake d'un film des années 60, Shambara. Comme quoi, il y avait une suite dans les idées, l'ami Mickey. Et alors, oui, c'est très, on va dire, c'est un hommage clairement à l'œuvre de Kobayashi. Et c'est l'histoire, grosso modo, d'un samouraï sans ressources au XVIIe siècle. Je crois que c'est à la fin de l'ère Edo. Bon, corrigez-nous si vous êtes spécialiste en histoire japonaise. Un certain Hanshiro qui semble totalement désabusé, qui n'a plus rien et qui décide de demander l'autorisation de commettre un suicide rituel des samouraïs pour en finir en beauté. Le fameux seppuku, le harakiri. Il va avoir un clan pour pouvoir effectuer ceci dans la plus pure, on va dire, tradition. Sauf que sur place, l'intendant se pose la question parce qu'il y a un jeune qui avait fait la même chose l'année dernière et qui en fait voulait simuler ce seppuku, ce harakiri pour retirer de l'argent. Donc on se pose la question si notre héros ici, Hanshiro, est vraiment sincère dans sa démarche de mourir. C'est un peu bizarre. Et puis bien derrière, il va se passer beaucoup de choses et on se rend compte que l'histoire est beaucoup plus complexe, dramatique que cela encore. Et on n'en dit pas plus pour l'instant. Mais la première question que je voulais te poser, mon cher Romain, c'est déjà, apprécies-tu le film par rapport à l'œuvre originale ou pas? Et surtout, au sein de la cinématographie de Monsieur Mickey, comment le classerais-tu? Parce que c'est un peu un ovni finalement dans sa longue liste de films. Bah, c'est vrai que c'est un ovni parmi les ovnis, parce C'est que ça. c'est un ovni qui n'est plus vraiment un ovni, parce qu'il y a un retour à quelque chose de plus classique. Oui. Et donc c'est un ovni par rapport à la folie habituelle de Mickey. Donc c'est vraiment très étrange comme film. C'est en même temps, alors tu l'as dit, c'est un superbe hommage. En fait, je trouve que moi j'aime beaucoup le film pour vraiment donner un avis un petit peu global. C'est un film que j'aime beaucoup. Je l'avais découvert assez tardivement en plus. Hein, ça fait pas si longtemps que ça que j'ai vu celui-là. Il était sorti à Cannes en Oui. 2000. Je crois que tu avais dit la date tout à l'heure. Je ne sais 2011, plus, oui. j'ai un doute. 2011, je crois. 2011, c'est ça. Ouais. Donc il était à Cannes à ce moment-là, et c'était à l'époque où Mickey en fait sortait quasiment un film pour chaque édition du Festival de Cannes. Je crois qu'il a un petit peu ralenti depuis quelques années, en tout cas pour Cannes. Et c'est un truc moi que j'attendais pas de la part de Mickey, même si en fait quand on regarde la carrière de Mickey et ce qu'on a déjà parcouru de Mickey, il y a quand même toujours ce fond très classique en fait chez Mickey. Il a commencé avec Imamura à la base, qui est le réalisateur notamment de la balade de Narayama. Donc il a quand même une formation, on va dire, très très classique. Et les premiers films de Yakuza de Mickey ont quelque chose d'assez classique. On avait parlé d'audition. Audition a pas mal de moments très classiques. Moi, je trouve notamment, il y a un truc que je retrouve notamment de commun entre Audition et pour le coup ici Harakiri. Et c'est même des choses un petit peu qu'on retrouve dans une certaine mesure dans Visitor Q. C'est cette manière de travailler la famille, toujours. Et il y a quelque chose de très... Il y a les débordements mickesques, là qu'on a moins dans celui-ci, mais il y a toujours ce traitement de la famille, ce traitement de l'intime qui est très proche de ce qu'on trouve chez Ozu, par exemple. Et je trouve notamment que ce film-là, en particulier Harakiri, est un petit peu ce qu'on trouve un petit peu dans l'audition à certains moments, quand il autopsie un petit peu la cellule familiale, qui a quelque chose d'Ozu. Alors je sais pas ce que tu en penses, mais voilà, moi je trouve que ce classicisme, on le retrouve dans la filmo de Mickey, mais là il l'étend sur 2 heures et demie, 2 heures et quart, je crois,
pour essayer vraiment d'en faire un pur film classique et un pur hommage au cinéma japonais classique et au Shambara, tu en parlais tout à l'heure. Alors justement, avant de donner mon avis, je vais rebondir sur ce que tu dis, parce qu'en effet, il y a ce côté huis clos, drame familial, par moment, qui va renvoyer à Audition ou à du Ozu. C'est vrai, alors Ozu, j'ai pas vu énormément d'œuvres de lui, mais je vois l'idée et déjà l'atmosphère. Je pense que, comme beaucoup de réalisateurs japonais actuels, encore contemporains, Ozu fait partie des références. Comme Kobayashi peut-être d'ailleurs, ou évidemment Kurosawa, les deux Kurosawa peut-être même d'ailleurs. Mais c'est vrai, il y a ce côté pathos familial, entre guillemets. Et par rapport à l'œuvre de base, on est plus dans le développement du côté drame familial, même si c'est déjà dans l'œuvre de Kobayashi. Ici, il apporte vraiment encore plus de cachet sur ce qui va se passer au sein d'une famille, sans en dire plus, la famille de Hanshiro, qui va le mener à faire ce harakiri dans ce clan un peu maudit, sans voilà, rentrer dans les détails. Après, moi j'ai un souci avec le film en fait, et c'est de ma faute. Je t'ai proposé et tout. À la fois, j'étais très tenté de le faire ainsi, mais peut-être que j'aurais dû attendre. C'est que je le vois quelques semaines après avoir découvert un chef-d'œuvre absolu. Parce que Harakiri de Kobayashi, c'est un film absolument extraordinaire. C'est une de mes meilleures découvertes de 2022, parce que je l'ai vu pour la première fois cette année. Et forcément revoir, enfin j'allais dire revoir le même film, c'est presque un lapsus. Voir un film très proche, même s'il peut y avoir des différences, aussi fidèle, peu de temps après, ça ne peut qu'engendrer pour moi, c'est pas une déception, mais je me suis posé la question, je dis, j'ai vu formellement un très bon film. C'est super bien réalisé, Miike prouve qu'il est capable, de toute façon, de faire tous les cinémas possibles. Et il maîtrise même le côté plus classique, plus posé, avec une belle photographie. À la rigueur, un jeu sur les couleurs qui est intéressant par rapport à l'œuvre originale d'ailleurs, on y reviendra après. Mais qu'est-ce que ça apporte de plus? C'est ça la question. Si ce n'est rendre hommage à probablement un cinéaste qui est très important pour lui, à une œuvre qui peut-être a été fondatrice quand il a appris le cinéma ou quand il a eu envie d'en faire du cinéma. Mais forcément, il y a le spectre de l'œuvre de Kobayashi qui englobe ce film et je n'ai pas pu faire autrement qu'être un peu déçu, tu vois ce que je veux dire? Limite, Miike, je me suis dit, tiens, il va partir un moment en vrille, il va apporter quelque chose d'autre, peut-être sur le combat final, mais même pas. Limite, le combat final, je le trouve presque plus sage, d'une certaine manière, attention, hein, que dans le film d'origine. Enfin, il y avait une ambiance dans le film d'origine qui faisait que c'était très tendu pour les années 60. En fait, il faut recontextualiser, parce que 50 ans après, forcément, on s'attend. Et à part quelques moments d'hémoglobine sur quelques harakiri, la Miike, il se fait plaisir de temps en temps. Je trouve que finalement, je me demande s'il n'a pas été hanté par l'envie de trop bien faire par moment. Je ne sais pas ce que tu en penses en fait. Parce que c'est presque ce que j'ai ressenti. Mais en même temps, je te comprends parfaitement parce que c'est vrai que moi, ce qu'on disait tout à l'heure un petit peu en off, quand on discutait un petit peu avant, moi, ça fait longtemps que j'ai pas vu et j'ai pas eu l'occasion, malheureusement, en termes de temps, de revoir le harakiri de Kobayashi. Donc, j'ai revu le Miike très séparé de mon visionnage du Kobayashi. Donc, je pense que ça forcément aussi. Et même à l'époque, hein, moi, je crois qu'il me semble, hein, quand j'ai découvert le film de Miike, j'avais pas encore découvert le harakiri de Kobayashi, j'ai découvert a posteriori. Donc, je pense que ça a forcément joué. C'est-à-dire qu'effectivement, le remake est quand même globalement. Et tu vas me dire, tu vas peut-être confirmer ça puisque toi tu l'as revu, tu l'as vu récemment. Il est très très fidèle. Effectivement, la partie familiale est un petit peu, je pense, un peu plus étendue, un peu plus travaillée, mais on a déjà parlé de ça dans la carrière de Miike. Miike a quelque chose de quand même fondamentalement, il y a une sorte de truc très important sur la famille où il va toujours travailler à fond sur la cellule familiale. Et je trouve que justement le destin de cette famille, sur lequel on reviendra certainement plus tard, correspond parfaitement à ce qu'on pourrait trouver chez Miike. Dans une certaine mesure dans les autres films de Miike. Donc je pense qu'il a beaucoup plus creusé cette partie-là, mais globalement, effectivement, c'est un film qui reste extrêmement classique. Effectivement, quand on est un petit peu dans le mood Miike, on attend à ce qu'à un moment donné, quand bien même c'est un remake, il pète un câble à un moment donné, il sort du cadre, mais il reste dans le cadre qui s'est fixé, le cadre que lui fixe l'œuvre. Et c'est indéniable, et tu as parfaitement raison pour moi, hein, ceci dit, hein, que j'aime beaucoup le film de Miike, mais il n'arrive pas à la cheville du Kobayashi. Pour moi, c'est une évidence, c'est évident. Mais je trouve que ça reste, et comme tu l'as dit, formellement, c'est un très très beau film. Tu parlais de la question notamment de la violence. Je trouve que, alors, il me semble pas, parce que comme je l'ai pas revu récemment la Harakiri, il me semble pas que la première séquence de seppuku soit aussi dure et longue. Non. Parce que pour le coup, je la trouve vraiment. Il y a quelque chose de Miike qui ressort à ce moment-là quand le personnage. Ça, c'est pas spoilé puisque c'est au tout début.
quand il se fait harakiri, le premier personnage dans le flashback, Le plus jeune, oui. c'est long et difficile et ça fait vraiment souffrir le spectateur, je trouve. Et là, je trouve qu'il y a quelque chose où on sent cette appréciation de la souffrance et de la violence qui est propre à Mickey. Mais peut-être que tu me corrigeras là-dessus, puisque je sais pas dans le harakiri comment ça se passe au début, si c'est aussi, j'ai plus de souvenirs très précis, donc je sais pas si c'est aussi long et éreintant, je sais pas trop, je sais plus trop. C'est quand même, c'était difficile comme scène, mais c'était moins frontal peut-être. Par contre, Ouais. Kobayashi utilisait des effets de sang pour l'époque, c'était quand même, il fallait le faire. Mais comme il y avait le noir et blanc, peut-être que forcément ça ressortait moins. Quoique, parce que justement, là, je voulais revenir sur ce point, l'utilisation de la couleur. Quelque part, Mickey aurait pu pousser le vice absolu de refaire le film aussi en noir et blanc. Ça a déjà potentiellement été fait. Là, il utilise la couleur et c'est bien vu. Là, pour le coup, c'est la seule vraie plus-value pour moi du film. C'est qu'il joue sur ça. Par exemple, l'ambiance automnale de la nature qui est mise en avant. Forcément, avec la couleur, c'est plus simple. On peut représenter l'automne plus facilement avec la colorimétrie. Et une photographie qui est très Mickesque en fait, dans les moments justement de huis clos familiaux. Il y a ce côté un peu délavé, un peu sombre, glauque, qui renvoie à Audition d'ailleurs. Et c'est vrai que je pense que le côté drame familial absolu, il a vraiment voulu appuyer là-dessus. Et quelque part, c'est bien joué parce que c'est le nœud de l'intrigue. C'est ce qui va pousser donc notre Ronin au début à faire un harakiri dans l'honneur, mais aussi ça va révéler pourquoi vraiment il est là également. Au-delà de vouloir mourir, il y a peut-être autre chose. Donc il y a tout ce build-up là qui se fait, c'est une bonne gestion. C'est très développé, oui, sur le côté ce qui va se passer pour, alors sans spoiler, mais pour sa fille, pour son plus ou moins fils adoptif qui se met avec sa fille et l'enfant qu'ils vont avoir ensemble. Donc pour son petit-fils. Et c'est vrai que c'est très dur. Parfois ça verse même un peu vers le pathos. Mais bon, ça reste géré. Par contre, la fin, elle est assez différente. Il y a le même combat final et une finalité qui est équivalente, même s'il y a une autre vision, qui reste quand même, pour moi, une critique de la société japonaise d'antan qui se répercute sur la société contemporaine. Mais ça, je pense que Kobayashi l'avait fait dans les années 60 de la même façon. Mickey le fait ici. Où on a ce visuel avec la neige. Il n'y a pas ça dans le Kobayashi. Des trucs qui vont vous rappeler Kill Bill, par exemple. Je dis ça comme ça. Peut-être Lady Snowblood, que je n'ai pas vu, mais peut-être que ça a un rapport avec cela. Parce que je sais que Kill Bill avait été influencé par Lady Snowblood. Et là, oui, c'est très beau esthétiquement, le combat final. Mais très sage aussi. C'est un peu l'effet que j'ai eu. Et peut-être, je sais pas ce que tu en penses. Est-ce que tu veux qu'on aille dans la zone spoiler directement? À part peut-être dire un mot sur la musique, qui est composée par... Oui, vas-y. Je me permets un tout petit truc, je vais juste rebondir sur la couleur, parce que tu as un truc qui est dit qui est vachement intéressant, je trouve. Sur la question de la temporalité, il y a un travail sur le temps qui est hyper intéressant, parce que le film, dans un premier temps, travaille sur un temps historique, avec l'idée de la grande histoire, et cette petite histoire, qui va être pour le coup rythmée et scandée par les saisons. Et je trouve effectivement que la couleur est intéressante lorsqu'on bascule finalement dans l'intime et qu'on bascule justement avec une temporalité beaucoup plus brève que celle des saisons, où on va avoir un travail sur la couleur, et tu l'as très bien dit, pour les couleurs automnales, qui est absolument somptueux. Et je trouve que la photographie a quelque chose de très estampe japonaise. Il y a quelque chose aussi d'assez théâtral en fait dans la mise en scène globalement en fait, et c'est absolument superbe. Là-dessus, je trouve que formellement, il a et tu l'as dit effectivement dans ce côté un peu plus, je vais dire entre guillemets parce que c'est un mot qu'on accole souvent à Mickey, dans ce côté un peu plus trash quand il est dans la cellule intrafamiliale. Il y a une sorte de travail sur la photographie effectivement qui est un peu plus délavé. Moi qui me ramène un petit peu, pour revenir à la question du film d'époque, un petit peu c'est la photographie qu'on retrouvait on avait parlé il n'y a pas très longtemps de la maison des sévices. Je trouve qu'à ce moment-là, quand on se retrouve dans cette cellule familiale et la tragédie qui s'y joue, on arrive vers une colorimétrie un petit peu plus étrange, où on n'est plus vraiment dans quelque chose qui sort presque de la réalité à ce moment-là. Enfin, en tout cas, c'est la manière dont je l'ai réappréhendé en le revoyant. C'est ça, c'est la gestion du flashback souvenir qui nous replonge dans un drame. C'est un peu comme dans La Maison des Sévices, c'est vrai. Et puis, tu parlais du côté théâtral, c'est évident, et le choix de Ishikawa Ebizo, donc qui vient du théâtre kabuki, n'est pas anodin. Je pense que Mickey est aussi attiré par le côté théâtral japonais. Même dans Audition, il y a un truc théâtral. Dans Gozu, il y a forcément un peu du théâtre du grand guignol qui traîne. C'est un peu Mickey, ça. Et puis la musique. Alors, la musique, elle est très sobre, mais elle est quand même composée par un grand compositeur qui s'appelle Ryuichi Sakamoto, qui n'est pas n'importe qui. Voilà, donc c'est à signaler quand même. Mais je pense que on peut rebondir là-dessus sur la zone spoiler qui va être
pas forcément plus riche que cela, parce que si vous connaissez l'avant original, il n'y a pas de surprise. Mais que penses-tu? Est-ce qu'on y va dans cette zone spoiler? Est-ce qu'on spoil gaiement? Eh ben, allons-y, spoilons gaiement. Voilà, comme tu aimes bien le dire. Alors, spoiler! Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi Hanshiro vient faire seppuku à Harakiri? Bah, bon, déjà, oui, il n'a plus rien à espérer, mais il veut se venger aussi. Parce que là, sa famille, là, sa fille, son fils adoptif et le petit-fils, ils sont tous morts. Et c'est bien à cause de la vanité ou, on va dire, c'est l'effondrement du code d'honneur des clans japonais de l'époque. Le Bushido vole en éclats, pour faire simple. Et c'est un petit peu sur ce pan-là qu'il vient se faire Harakiri parce qu'on n'a pas respecté son beau-fils qui voulait vraiment mourir ou pas. C'était juste parce qu'il voulait tout simplement sauver sa famille, donc récupérer de l'argent. D'accord, mais on l'a traité comme une merde, on l'a obligé à se faire seppuku avec une épée de bambou, d'où la scène difficile, parce que pour qu'il arrive à se faire crever avec ça, c'était pas évident, c'est de la torture, quoi. Et donc il vient se venger parce que c'est le cynisme d'une société d'époque qui s'effondre sur son honneur et qui a laissé crever donc non seulement son beau-fils mais aussi la famille derrière. Je crois que c'est une sorte de tuberculose, je sais pas trop quoi. Mais et donc il vient se venger et puis à la fin il se fait plaisir mais il sait qu'il va mourir aussi. Et rien que pour ça d'ailleurs c'est hyper chevaleresque. L'œuvre originale c'est la même chose, hein, le traite très bien. Et il y a toute une atmosphère là que Mika arrive à remettre en place, mais en recentrant plus sur le drame familial. Et peut-être par moment, le côté drame familial, peut-être prend trop de place. C'est peut-être trop explicatif finalement. Je ne sais pas ce que tu en penses là-dessus. Alors là, c'est évident que le film est pas très subtil sur plein de points et qu'il est effectivement, on l'a dit, tu l'as dit tout à l'heure, hein, pour notamment toute la séquence de la déchéance, de la destruction progressive de la cellule familiale qui est dans un pathos, c'est très long. Alors, je pense qu'il y a cette volonté de vouloir nous faire vraiment ressentir la souffrance des personnages, et c'est ce qui va les mener à leur destin funeste, mais c'est long, c'est un peu long, ça en fait des caisses à des moments, et c'est parfois un petit peu... On flirte un tout petit chouïa avec le grotesque à ces moments-là, ce qui n'était pas le cas dans le film d'Imamura. Je trouve que c'est un petit peu le souci. Alors évidemment, on appuie la mort du bébé, par exemple, ce qui est pour le coup très mi-qu'est-ce si on peut dire. Oui, c'est vrai que... On va appuyer sur des choses qui sont un peu tabous et il le fait plutôt bien à ce moment-là. Et je trouve assez choquant et assez dur. On retient ces images-là, mais ça en fait un petit peu beaucoup. Et je trouve que justement, ce qui est intéressant, par contre, c'est toute la séquence de fin qui est ce petit moment qui est du Shambhala pur, oui. Avec justement ce personnage qui est... contre 100 autres personnages qui l'entourent et qui se bat comme un beau diable avec son katana en bambou, que je trouve extrêmement intéressante sur plein de trucs, puisque justement elle montre justement tous les paradoxes qu'il y a au sein du code du Bushido, et qui est intéressant effectivement sur ce système qui est voué à se détruire et à s'auto-détruire. Et je trouve qu'en cela, ce qui a à la fin, la toute fin, où il y a cette statue cette idole qui s'est effondrée, qui a balancé le héros, a fait tomber le héros, et qu'on essaie de remonter en montrant justement ces anciennes valeurs, ce vieux code qui est en train de se détruire, qui sait qu'il se détruit, mais qui essaie coûte que coûte de se raccrocher, d'essayer de rebâtir le truc, alors qu'on sait évidemment que ça ne tient pas. Je trouve que c'est très intéressant, je trouve que cette manière de le montrer de manière très symbolique est vraiment, vraiment intéressante. Et je trouve que justement ce dernier combat est aussi très très symptomatique de ce système qui est voué à la destruction, mais qui essaie coûte que coûte de rapiécer les derniers éléments, les derniers vestiges qui font que ça tient vaguement. Et je trouve que c'est pour ça assez beau. Oui, avec cette idée d'être obligé de passer par le mensonge pour faire croire que la fierté du clan est toujours là, parce que c'est ça, hein, à la fin on tait un petit peu ce qui a pu se passer. Mais le paradoxe, tu l'as signifié, c'est que dans le combat final, une fois qu'il est face à tous ces hommes, eh bien, ils se mettent pas tous sur lui d'un coup. Ça aurait pu être fini en 10 secondes, mais ils veulent se battre quand même et lui laisser c'est comme s'ils voulaient lui laisser une chance. Tu regardes la chorégraphie du combat final, tu te dis qu'il aurait dû se faire tuer en 2-2. Mais on sent qu'il y a quand même cette fausse grandeur finale, on sait qu'il va en finir, il le sait lui-même, les autres le savent aussi, mais on joue avec le pseudo-code d'honneur, tout en essayant de faire durer le plaisir du combat. Je ne sais pas, peut-être que c'est pour signifier plus le paradoxe
Donc on essaye de garder une sorte d'honneur, mais c'est très factice, à l'image de cette armure, là, oui, cette idole rouge, qu'on voit au début, qu'on voit à la fin, cet effet miroir. Au début, tout est posé, avec des plans bien cadrés, tout est lisse, et puis à la fin, ça part en cacahuète, quoi. Et je pense que Takashi Miike, qui a toujours voulu, à mon avis, titiller la société japonaise, de son époque aussi, à travers ses films, a choisi ce film aussi pour... en effet miroir, faire comme Kobayashi 50 ans auparavant, montrer que la société japonaise, elle est sur un fil. C'est-à-dire qu'il y a toutes ces traditions, mais il y a eu aussi des hommes, des humains derrière qui ont fait basculer ces traditions. Et même la société japonaise, on a vu récemment dans les informations, quand même, l'ancien Premier ministre japonais qui a été abattu, ce qui n'arrive jamais, ce genre de choses au Japon. Tout est sur un fil dans ce pays. Et je pense que les cinéastes de chaque époque, donc du cinéma japonais, ont voulu montrer le fragile équilibre entre l'honneur absolu, les traditions japonaises extraordinaires. C'est un peuple qui a une magnifique histoire, mais en même temps qui a fait aussi souffrir pas mal l'homme et de famille en général par rapport à ces traditions-là. Et je pense qu'il y avait ça, ce faux semblant final. C'est assez cruel quand même, c'est un film cruel je trouve. Plus cruel limite que le film d'origine, même si il l'était d'une autre façon, plus subtil quoi. C'est vrai qu'il y a vraiment ce côté, comme tu dis, il y a ce cadre, effectivement, c'est le cadre social qui est vraiment ici mis en parallèle avec le cadre du cinéma, le cadre de la caméra que pose la caméra. Effectivement, tout est très symétrique, tout est très posé. Et effectivement, Miike, dans ce cadre-là, et puis il y a effectivement le cadre d'histoire du cinéma aussi, auquel Miike est, je pense, aussi assujetti, c'est-à-dire face à ce chef-d'œuvre de Kobayashi. Donc, il essaie autant que faire se peut de rester, d'être dans ce cadre-là, mais en même temps, à l'intérieur de ce cadre, de le faire éclater comme il peut. Et je pense qu'effectivement, il y a, par rapport à ça, toute cette idée du cadre, encore une fois, du cinéma, du cadre du film, du cinéma japonais, et le cadre social, qui tout est mixé à cet intérieur de ce truc-là, et le final, effectivement, à cet éclatement du cadre, mais tout en restant, et c'est toujours le cas de la société japonaise, c'est-à-dire que le cadre demeure, mais à l'intérieur, il y a des petites choses comme ça qui éclatent, et qui font que finalement tout ça tient sur un équipe très très fragile comme tu dis. Et je trouve que notamment la séquence de fin est assez parlante par rapport à ça, le combat, parce que comme tu le disais, ils ne sautent pas tous sur lui, il y a ce code d'honneur, et il y a cette ironie je pense de la part de Miike aussi qui s'amuse de cela, parce qu'il y a quelque chose d'aussi qui flirte un petit peu aussi avec le ridicule dans ce truc là, où tout le monde attend son tour pour aller se battre, personne n'ose y aller parce qu'il y a cet honneur, mais en même temps... Et je trouve que justement ce code d'honneur sur lequel il ironise en le rendant un petit peu ridicule, et c'est un truc qui est assez récurrent, je trouve, chez Miike, et généralement d'ailleurs au passage dans beaucoup de films, je pense aussi dans les films de Yakuza, on travaille le code d'honneur en montrant à quel point il peut être cruel, à quel point il peut être dur, et en même temps à quel point il est ridicule. Et il y a ce paradoxe-là, je pense, cette ironie-là qui est aussi intéressante dans le film. C'est ça, c'est l'origine, c'est presque le début des Yakuza, ce genre de clan-là, c'est clair. Et c'est marrant parce que avant de conclure, on peut presque pré-conclure dans cette zone spoiler sur... C'est un peu l'histoire du cinéma japonais. Quand on regarde, moi je commence à en voir beaucoup des films japonais, mais quand on voit un Ozu, Kobayashi j'en ai vu qu'un, Kurosawa pareil, mais ou Kitano, pour citer que, ça joue toujours sur un cadre avec des traditions, des valeurs, mais alors les histoires qu'ils racontent à travers leurs films les bousculent, et il y a une forme d'ironie ou de dénonciation, ça dépend de certains pans de la société à travers tous ces cinémas-là. Je pense que ça serait intéressant d'analyser le cinéma japonais sur ce spectre, parce que je pense qu'il y a des parallèles, d'autant plus depuis Hiroshima et Nagasaki, forcément, ça les a encore plus ébranlés là-dessus, même les films d'animation d'ailleurs. Donc c'est intéressant, ça, ce serait un bon sujet un jour de live ou je sais pas quoi. Bon, pourquoi pas, je lance ça comme ça. Mais est-ce que tu as autre chose à rajouter sur la zone spoiler du coup? Écoute, non, je pense qu'on a fait le tour. Mais ouais, pour revenir sur ce que tu disais, pour moi vraiment c'est un film, s'il y avait à résumer, c'est un film sur le cadre en fait, je trouve, et sur les cadres. Je trouve que c'est ça qui est assez passionnant. Du coup, on va refermer le cadre spoiler. Mais c'est vrai que c'est intéressant, la petite analyse qu'on a pu faire comme ça à la volée, au débeauté, comme tu dirais, sur le cadre du cinéma japonais qui essaye de bousculer justement... la société qui se fait bousculer et qui perd un peu ses valeurs et ses traditions. On le voit beaucoup dans beaucoup de films japonais. Mais sinon, ta conclusion sur ce film, est-ce que c'est pas forcément le meilleur métrage pour découvrir l'univers Miike, quand même. On va dire ça. Non, c'est vrai. Alors, je pense que c'est un Miike relativement facile d'accès, parce qu'il y a quelque chose de très classique, et je pense que
balancer un Ichi the Killer par exemple pour prendre des choses, ou un Visitor Q ou un Gozu, ou même un Audition, quoi qu'Audition c'est plus facile, mais c'est un film je pense qui est relativement facile d'accès pour un grand public, mais la difficulté c'est que c'est pas vraiment un Mickey. Je pense qu'effectivement quand on regarde, alors en même temps c'est un Mickey quand même, parce que Mickey on peut très bien le définir comme étant un type qui est capable d'absolument tout faire, donc dans sa capacité à absolument tout faire et à tout mettre en scène, on peut considérer que c'est du Mickey pur. Mais c'est peut-être pas ce qui est le plus représentatif du reste de sa filmo. Mais encore une fois, je trouve que tout ça est très relatif, étant donné la richesse absolument dingue de sa filmo, sa capacité qu'il a à travailler divers types de langage, divers types de grammaire cinématographique. Là, effectivement, on a un film qui est relativement facile d'accès, encore une fois, il me semble, par son classicisme, mais qui est peut-être pas, encore une fois, la meilleure manière, en tout cas, d'appréhender Mickey pour la première fois, même si ça reste pour moi un très beau film malgré tout. Mais je suis tout à fait d'accord avec toi, parce que c'est à la fois pas représentatif de Mickey, mais aussi représentatif de sa grande versatilité. Il est capable de tout faire. Donc, et là, il s'est fait plaisir. Il a rendu hommage à une œuvre qu'on vous recommande, le Harakiri de Kobayashi, sorti en 1962. Foncez, il faut le voir, parce que c'est un monument. Et voilà, c'est quand même un remake qui est fidèle, qui mérite d'être vu. Qui est très bien mise en scène, avec une bonne photographie, l'histoire restant la même, forcément on va être touché par ce qui se passe, et la lecture sociétale aussi, et historique. Donc oui, regardez les deux, mais peut-être pas trop l'un à la suite. Pas l'un à la suite de l'autre. Laissez-vous quelques mois, je ne sais pas, mais bon, après, libre à chacun de faire ce qu'il veut, de toute façon. En tout cas, c'est un grand plaisir d'en parler avec toi, et finalement, tu vois, je pensais pas qu'on aurait autant de choses à dire sur ce film, et en fait, si, c'est la force de Mickey, c'est la force du cinéma japonais aussi. Et puis je pense que la force, c'est vrai que c'est tout bête, hein, mais je pense que la force de discuter, d'être à plusieurs, je pense qu'on peut vraiment... moi c'est pareil, en y réfléchissant le fait, je dis bon, qu'est-ce qu'on va pouvoir dire dessus, mais finalement le fait d'interagir, de rebondir, je pense que le dialogue sur le cinéma, il est d'autant plus riche quand on est plusieurs que quand on est seul. Je pense qu'on est seul, on est vite à court, et le fait d'avoir un autre point de vue, une autre manière d'appréhender le film, la culture que chacun a, permet d'éclairer le truc, et on va rebondir sur les éclairages systématiques faits par les gens. Donc je pense que c'est juste une ode à l'échange cinématographique, bien sûr. C'est ça, vive la passion, et allez voir la chaîne de Romain qui, même quand il est seul, il est capable quand même de parler de longues minutes, hein, croyez-moi. C'est ça aussi, là, quand on est passionné au bout, on va au fond des choses. En tout cas, il ne nous reste plus qu'à faire le mot de la fin. En attendant, le prochain Mickey, on ne sait pas lequel encore. Hein. Oula, ça, mystère. On n'a pas encore décidé. On verra ça au hasard, peut-être, ou pas. On peut très bien faire au hasard. C'est très bien, on peut tirer au sort, ça. Exactement. En tout cas, le fameux « à la prochaine ». Ciao.